Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire organisé par Vivre en ville en collaboration avec le Centre québécois du droit de l'environnement, intitulé Municipalité et transition écologique, quels outils pour allier protection des milieux naturels et urbanisation? Merci de vous joindre à nous ce midi. Mon nom est Philippe Liuti, je suis avocat au Centre québécois du droit de l'environnement. C'est moi qui vais avoir le plaisir aujourd'hui d'être votre hôte pour cet événement-là. Je débute avec quelques consignes d'usage. On vous invite à nous faire part de vos questions et commentaires via l'outil de discussion Zoom. Euh, on les partagera aux conférencières lors de la période d'échange avec le public. Pour accéder à cet outil-là, il suffit de surveiller dans le fond le bas de votre fenêtre Zoom puis de choisir l'option Converser avec l'icône d'une bulle. Il y a certains liens complémentaires à la discussion qui vont être partagés via cet outil-là également. Pour tout problème technique lié à la plateforme, vous pouvez nous écrire à événements au singulier, sans majuscule, à commercialvivre-en-ville.org. Pour lancer la discussion, je vais tout de suite céder la parole à Amandine Rambert, qui est directrice de projet chez Vivre en Ville et qui va introduire le sujet du webinaire aujourd'hui. À toi la parole, Amandine. Merci beaucoup, Philippe. Vivre en ville était très heureuse en fait de saisir l'occasion que le Centre québécois des droits de l'environnement nous a offert pour parler ensemble de la protection des milieux naturels, un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Je commence avec un petit mot sur Vivre en ville pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou peu, et où je m'implique là depuis plus de 10 ans. On est une organisation québécoise d'intérêt public d'environ 55 personnes avec des bureaux à Québec, Montréal, Gatineau. On contribue à la transition en s'impliquant notamment dans l'aménagement du territoire. Nos spécialités, ça va être d'innover, de briser les silos, de croiser les expertises et d'intégrer les échelles d'intervention sur le territoire, de la région au bâtiment, en passant par le quartier et la rue. Vous nous connaissez peut-être pour nos interventions dans le débat public, dans les journaux notamment. Et vous nous connaissez peut-être... notre mission, ça va être de relever la barre et une grosse partie de notre travail consiste à accompagner et à outiller les décideurs, les professionnels, les citoyens dans la transition de leur territoire. On donne aussi des conférences et des formations comme aujourd'hui et je vous invite à consulter notre programmation annuelle si l'activité d'aujourd'hui vous donne envie d'en entendre plus sur d'autres sujets. Et il nous semblait essentiel de parler de ce sujet avec vous aujourd'hui. Il y a des exemples de destruction de milieux naturels projetés ou avérés qui se multiplient sur nos territoires. Ils sont parfois présentés de manière positive, comme du développement immobilier, mais ils peuvent sembler anachroniques à ceux qui connaissent les travaux du GIEC ou tout simplement qui suivent les aléas météorologiques. L'étalement urbain, c'est un fléau pour les milieux naturels et donc, on ne le dit pas assez souvent, pour la biodiversité. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de citoyens et de municipalités, d'acteurs se mobilisent pour les protéger. Bon, beaucoup ont soif d'action, de résultats qui nous emmènent dans la bonne direction. Et nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous donner les munitions pour ce passage à l'action. On n'est pas seul avec cette préoccupation. Il y en a qui organisent la COP 15 sur la biodiversité à Montréal au mois de décembre. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que la première cible du cadre mondial concerne l'aménagement du territoire. Elle vise à ce que toutes les zones terrestres fassent l'objet d'une planification spatiale intégrée, incluant la biodiversité et tenant compte des changements d'utilisation des terres, en conservant les zones intactes et sauvages existantes. Vivre en ville et le CQDE font partie des 65 organisations qui se mobilisent pour la sauvegarde du vivant dans le cadre du collectif de la société civile québécoise sur la COP 15. C'est un collectif qui a pour objectif d'inciter les gouvernements à poser des gestes ambitieux et concrets et avec la préoccupation d'inclure une diversité de voies pour la protection de la nature. Vous allez le voir avec les conférences, on s'inscrit vraiment en plein dans cette perspective avec le webinaire d'aujourd'hui, où on va vous présenter les deux revers de la médaille. D'une part, la protection des milieux naturels et d'autre part, la croissance urbaine sans étalement sur ces milieux naturels. Je vous rassure tout de suite, on sait que si vous êtes avec nous ce midi, c'est que vous êtes préoccupés par la préservation des milieux naturels et aussi conscient de la menace que pose l'urbanisation pour ça. Donc, on ne perdra pas de temps à vous convaincre du besoin, des bénéfices d'agir. Nos conférencières vont plutôt se concentrer sur les mécanismes à l'œuvre et surtout sur les différents outils à votre disposition pour réussir. Merci beaucoup, Amandine, pour la mise en contexte très éclairante. Ça met bien la table pour la discussion d'aujourd'hui. Le contexte actuel avec la tenue imminente, comme tu l'as dit, de la COP 15 à Montréal, c'est en effet assez propice pour avoir une discussion de fond sur la protection des milieux naturels, mais également sur la gestion de l'urbanisation.
Sans plus tarder, je vais vous présenter ma collègue Anne-Sophie Doré, qui est avocate au Centre québécois du droit de l'environnement également. Anne-Sophie est membre du barreau du Québec depuis 2018. Au CQDE, elle s'occupe entre autres des dossiers de réformes législatives et réglementaires, ainsi que des projets de recherche. Elle coordonne également notre clinique juridique et s'occupe de la banque d'informations juridiques vulgarisées en ligne Obiter. Anne-Sophie s'intéresse particulièrement au champ de compétences et au pouvoir des municipalités en matière de lutte et d'adaptation au changement climatique, ce qui en fait une conférencière toute désignée pour vous parler du cadre juridique en la matière. Donc, Anne-Sophie, c'est à toi. Merci Philippe, merci aussi Amandine pour le mot d'introduction à ce webinaire. Ça me fait super plaisir d'être présente avec vous pour ce deuxième webinaire du mois en collaboration avec Vivre en Ville sur justement le rôle des municipalités là, et dans la protection de l'environnement, dans la lutte au changement climatique et dans la transition écologique. Donc, je vous partage mon écran pour que vous voyez ma présentation. Donc, en ce moment, ça devrait être fait. Indiquez-le moi si jamais il y a des enjeux. Excellent. Donc, je commence sans plus tarder avec, en fait, d'abord, vous me permettrez de le faire, une petite présentation là, de l'organisme que je représente, le Centre québécois du droit de l'environnement. Donc, le CQDS, c'est un OBNL qui a été fondé par des juristes en 1989. Là, à la fondation du CQDE, l'idée, c'est en fait de créer un centre qui allait s'intéresser aux enjeux juridiques de l'environnement, puis s'intéresser au droit de l'environnement qui était quand même à ses premiers développements finalement à cette époque. On est le seul organisme indépendant à offrir une expertise juridique en environnement, donc une expertise en droit de l'environnement. La mission du CQD est de mettre justement cette expertise-là au service de la population et de la protection de l'environnement. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est par trois principaux axes d'intervention. Donc, dans un premier temps, de l'information juridique. Donc, on a ce qu'on appelle la ligne verte, qui est en fait une ligne d'information juridique. Donc, on répond à des questions, que ce soit des citoyens, des élus de municipalités, des journalistes, des groupes de protection de l'environnement qui se posent des questions finalement sur à quoi ça peut servir les outils juridiques existants et comment est-ce que le droit peut être mobilisé pour permettre la protection de l'environnement. Et dans cet axe d'intervention-là, on a également des conférences comme on fait aujourd'hui. Et Philippe l'a mentionné, la Banque d'informations juridiques Obiter. En fait, vous allez avoir l'occasion de la découvrir avec cette conférence-là parce qu'on va vous partager certains articles qui sont publiés sur Obiter puis qui présentent finalement là, de manière vulgarisée des outils juridiques qui sont à la disposition des municipalités. On a également une clinique juridique, donc des stagiaires des facultés de droit qui nous soutiennent dans l'ensemble de ces actes d'intervention-là. Rapidement, je vous mentionne, on fait également tout ce qui est réforme législative, réglementaire. On présente des mémoires, des options de réforme qui vont être avantageuses pour la protection de l'environnement. Notamment, là, on a participé à la conversation nationale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme qui a eu lieu en 2021, qui était la pré-consultation qui a mené à l'adoption de la politique nationale d'architecture d'aménagement du territoire. Donc, quand c'est des consultations publiques comme ça qui vont avoir une incidence sur le cadre juridique environnemental, on y participe. Et finalement, le dernier pôle d'action, c'est des actions en justice. Donc, en fonction des dossiers, on peut choisir d'intervenir dans des litiges qui sont déjà existants. Ça a notamment été le cas, par exemple, à la Cour suprême, là, dans le dossier de la tarification carbone. Et dans certaines circonstances, on entreprend des actions judiciaires en notre propre nom, donc au nom du CQDE, c'est notamment le cas pour assurer la protection de la biodiversité. Et vous le voyez ici, là, vous avez le lien général aussi là, pour vous rendre sur la banque d'informations juridiques Obiter. Donc, vous avez l'adresse ici, mais comme je vous le mentionnais, vous allez avoir des liens qui vont vous être partagés au courant de ma présentation. Donc, en fait, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est finalement quels sont justement ces outils juridiques-là qui vont permettre à des municipalités, que ce soit MRC ou municipalités locales d'ailleurs, d'assurer une certaine protection des milieux naturels et de l'environnement. Donc, je vais commencer là par une première section plus générale, donc justement pour vous présenter cet environnement réglementaire général-là et des concepts clés, des concepts juridiques clés là, pour mieux saisir là, finalement les outils en tant que tels que je vais vous présenter dans la deuxième portion de la présentation. Donc, je vous ramène vraiment à la base là, finalement du cadre juridique avec les sources du droit. Parce que, c'est somme toute, c'est important de toujours se rappeler finalement que quand notamment là, il y a des règlements qui sont
adoptés par des municipalités, bien, ces règlements-là, ils sont d'abord subordonnés à une loi qui permet de créer ce pouvoir habilitant-là. Donc, si je reviens à la base, on a la Constitution. Donc, la Constitution canadienne, c'est évidemment la source première là, du droit. Elle va définir les principes fondamentaux qui régissent le cadre juridique, mais aussi, là, ce qui va nous intéresser particulièrement dans le contexte de la présente présentation, c'est que la Constitution, c'est elle aussi qui détermine le partage des compétences. Pourquoi est-ce que je vous parle de partage des compétences? En fait, c'est que finalement, la Constitution, elle prévoit que les municipalités, elles, sont créées par les provinces. Puis ensuite, bien, finalement, ça va influencer parce que les municipalités vont agir dans les champs de compétences qui sont dévolus aux provinces, notamment lorsqu'on peut penser à tout ce qui est des enjeux locaux, et alors que le gouvernement fédéral va réglementer là, notamment des enjeux comme la navigation, qui peut intervenir quand même, là, qui peut entrer en interaction avec les pouvoirs des municipalités. Donc, évidemment, bien ensuite, il y a des lois, justement, en fonction de ce partage des compétences-là, qui sont adoptées par chacun des paliers de gouvernement et qui vont donner, finalement, les règles juridiques de base à adopter et qui vont prévoir des pouvoirs d'édiction de règlements à des ministres ou, la plupart du temps, au gouvernement et déléguer ces pouvoirs-là également là, à des corps municipaux. Donc, en fait, la raison principale, justement, pour laquelle je vous parlais de cette petite mise en contexte là, des sources du droit, du partage des compétences, c'est pour se rappeler, là, on l'entend souvent, là, cette expression-là, finalement, que les municipalités sont des créatures du provincial. Ça a été quand même remise en question, mitigé, je vais le dire comme ça, là, avec l'adoption en 2017 de la loi sur les gouvernements de proximité qui a donné un nouveau titre là, à ces municipalités-là. Mais quand même, l'idée, en fait, de se rappeler que les municipalités sont des créatures du provincial, c'est vraiment de ramener au fait que, ben, elles vont pouvoir réglementer finalement lorsque c'est un champ de compétences provincial. Donc, par exemple, justement, je vous le mentionnais, les municipalités ne vont pas pouvoir adopter des règlements afin de contrôler la navigation sur les cours d'eau qui sont dans leur territoire, à moins d'avoir une entente avec le fédéral qui va leur permettre d'adopter une réglementation de ce type-là. Ben, finalement, l'autre possibilité là, pour que les municipalités puissent réglementer sur un sujet, ben, il faut qu'une compétence leur soit expressément dévolue par une loi, donc qu'elle soit donnée par une loi ou par une nécessaire inférence de la loi. Donc, en interprétant la loi, finalement, on se rend compte que c'est essentiel que la municipalité ait cette compétence-là. Donc, ensuite, comment ils vont exercer ces compétences-là qui sont dévolues par la loi? Bien, il y a quand même certaines limites, là. Notamment, donc, il va falloir qu'il y ait une conciliation des compétences municipales avec les compétences provinciales puis avec la façon dont celles-ci sont exercées. Donc, notamment, là, dans la loi sur les compétences municipales, il est prévu une certaine limite là, dans le pouvoir d'intervention réglementaire des municipalités. C'est l'article 3 qui est à la diapo qui prévoit que, finalement, toute disposition d'un règlement d'une municipalité adoptée en vertu de la présente loi, donc la loi sur les compétences municipales, qui est inconciliable avec celle d'une loi ou d'un règlement du gouvernement ou d'un de ses ministres est inopérante. C'est finalement, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il ne doit pas y avoir de conflit de loi entre un règlement là, qui est adopté par une municipalité et un règlement qui est adopté par le gouvernement provincial. Fait que je vais le simplifier. Mais finalement, on va pouvoir dire s'il y a un règlement d'une municipalité qui nous autorise à poser un geste, mais que le règlement du provincial interdit de poser ce geste-là, ben c'est inconciliable. On peut pas respecter les deux en même temps. Donc, il y aura un conflit de loi et ça va être la loi ou le règlement provincial qui va avoir préséance. De la même façon, en fait, il y a une préséance qui est aussi prévue à la loi sur la qualité de l'environnement qui prévoit finalement qu'il y a un règlement municipal ne peut pas porter sur le même objet qu'un règlement qui est adopté par ben, le ministre de l'Environnement, le gouvernement, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Par contre, là, c'est vraiment si on parle d'un même objet, donc on ne va pas pouvoir réglementer pour avoir des normes, en fait, par exemple, d'assainissement d'atmosphère pour à la fois du côté du provincial et du municipal, à moins, encore une fois, qu'il y ait une autorisation par le ministre de l'Environnement pour qu'une municipalité puisse réglementer. Donc, finalement, où est-ce qu'on les retrouve, là, ces compétences municipales-là? Ben, là, je vous mentionne le code municipal et la loi sur les cités et villes, même si je vais pas vous présenter des articles précis de ces lois-là pour vous présenter simplement le fait que, finalement, ce sont les deux principales lois là, qui vont créer certains corps municipaux là, en fonction du type de municipalité et qui vont prévoir différentes normes là, pour les municipalités. Mais finalement, les compétences, on va les retrouver ben,
notamment là, dans la loi sur les compétences municipales, qui va déléguer différentes compétences aux municipalités, notamment en matière d'environnement, de salubrité, de nuisance. Mais l'élément qui est important à souligner là ici, c'est que ces compétences-là, elles doivent être interprétées largement, en fait. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on va tenter de concilier aussi justement de manière large là, des compétences des municipalités. Elles ont un pouvoir qui n'est pas limitatif à, par exemple, une forme de liste d'épicerie, là, donc de sujets précis sur lesquels elles peuvent réglementer. Là, ça va être une interprétation large qu'on donne à cet article. Donc, il y a également là, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui, en fait, elle, cette loi-là va notamment là, prévoir que les municipalités disposent d'un pouvoir, en fait, en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire. C'est, en fait, évidemment, un des acteurs principaux là, de toute la planification territoriale, les municipalités à la fois locales et les MRC. Donc, il y a différents types de règlements, donc d'outils qui sont mis à la disposition des municipalités. En fait, il y a deux types principaux de règlements. Il y a des règlements qui sont normatifs et des règlements qui sont discrétionnaires. En fait, la grande différence entre ces deux types de règlements-là, c'est que quand on parle d'un règlement normatif, justement, ça va imposer des normes définies qui sont strictes et qui vont donner un pouvoir qu'on appelle un pouvoir lié aux municipalités. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, une fois que il y a un projet, par exemple, qui est proposé, qui doit avoir un permis de la part d'une municipalité, s'il respecte l'ensemble des critères qui sont énoncés au règlement, c'est simplement un peu comme une liste à cocher. Si on respecte ces critères-là, le permis devra être émis. Par contre, quand on est dans des règlements discrétionnaires, ben là, il va y avoir une forme d'analyse. On est dans justement un pouvoir qui est discrétionnaire, donc il va y avoir une analyse. Donc, le règlement va nous donner davantage des balises pour prendre cette décision-là, plutôt que vraiment des normes précises à respecter pour automatiquement pouvoir obtenir un permis, par exemple. Si je reviens à qu'est-ce que c'est finalement là, ces règlements qui sont normatifs ou discrétionnaires, ben il y a évidemment, là vous voyez la liste en fait dans ma diapo, règlement de zonage, règlement de construction, règlement de lotissement, règlement sur les permis et les certificats, mais bon, c'est celui qui va nous intéresser davantage aujourd'hui, c'est le règlement de zonage. Donc, qu'est-ce que c'est le zonage? Ben, c'est d'abord, ce règlement-là est prévu à l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cet article-là va donner le pouvoir aux municipalités d'adopter ces règlements de zonage-là sur leur territoire. Le zonage, il permet à une municipalité, en fait, de prévoir à quel endroit et à quelles conditions il y a certaines activités qui peuvent être réalisées sur le territoire. Fait que nécessairement, il peut y avoir un impact majeur là, sur les milieux naturels, que ce soit par exemple les secteurs boisés, les milieux humides et hydriques. Donc, notamment, on va pouvoir utiliser le zonage pour tout ce qui est préservation, protection de la conservation. Le zonage peut avoir une incidence qui est assez importante parce que, justement, il y a différentes zones qui vont avoir différents potentiels d'activité. Donc, un plan de zonage va notamment pouvoir spécifier pour chacune des zones les constructions, les usages qui vont être autorisés ou prohibés, qui va régir également par zone tout ce qui est architecture, la symétrie, l'apparence extérieure, qui va spécifier pour les zones aussi les proportions des terrains qui peuvent être occupés par une construction ou un usage. Donc, voici un exemple, mais finalement, en fait, le zonage va vraiment déterminer comment est-ce qu'on va utiliser le territoire dans la municipalité, puis où est-ce que les activités vont être autorisées. Il y a également des règlements qui sont discrétionnaires, donc ce soit des règlements sur les dérogations mineures, règlements sur les usages conditionnels, des règlements sur les plans d'aménagement d'ensemble et sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qu'on appelle aussi les PIA. Donc, juste un petit mot sur ce type de règlement-là pour vous dire que celui-ci, il va aussi, comme c'est un règlement discrétionnaire, comme je le disais, il va mettre en place certaines balises, puis il va identifier notamment là, dans le règlement sur les PIA, certains territoires, certaines catégories de projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation qui est qualitative là, lorsqu'on demande le permis. Donc, ça va notamment permettre de régir certains aménagements des constructions dans des zones qui sont plus sensibles du territoire. Donc, si je poursuis avec cette idée-là de la concordance, en fait, que ce soit au niveau provincial, au niveau régional, au niveau local, il y a différents outils de planification du territoire qui sont adoptés, que ce soit des politiques, que ce soit davantage dans une vision, une orientation, notamment au palier provincial où on a justement cette politique nationale d'architecture d'aménagement du territoire qui a été adoptée au printemps dernier, mais aussi tout ce qui est orientation gouvernementale en
en aménagement du territoire, les OGAT, qui vont donner justement des grandes orientations sur la façon dont finalement on doit développer le territoire au niveau régional et local. Les MRC, les communautés métropolitaines ont l'obligation, elles, d'adopter des schémas d'aménagement et de développement ou des plans métropolitains d'aménagement et de développement, PMAD, au niveau régional, puis aussi les règlements de contrôle intérimaire, on en a quand même beaucoup entendu parler là, cette année, notamment avec la CMM qui a adopté des règlements de contrôle intérimaire sur justement des milieux naturels et également sur des golfs. En fait, le contrôle intérimaire, là, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet à une municipalité ou dans le cas que je vous mentionnais, une communauté métropolitaine, dans certains cas une municipalité, de restreindre ou de régir une utilisation pour que finalement, le temps que l'on fasse une révision, une modification des outils de planification, donc le schéma d'aménagement ou le PMAD, donc le temps qu'on fasse cette révision-là, le contrôle intérimaire permet de faire un gel sur le développement, en fait, pour assurer que finalement, on ne va pas développer le territoire d'une façon qui ne sera pas cohérente avec la vision qui est mise en place dans le nouveau plan, le nouveau PMAD, le nouveau schéma qui est en développement. Donc, en fait, c'est pour s'assurer que, disons, dans la période de transition entre l'ancien schéma, l'ancien plan, il n'y a pas de décision incohérente qui soit prise ou qu'il n'y a pas de décision, par exemple, plein de projets qui sont proposés en vertu de l'ancien plan, mais qui vont pas respecter les orientations du nouveau. Donc, justement, là, l'utilité du règlement de contrôle intérimaire, c'est de donner le temps à cette réflexion-là, de donner le temps d'élaborer les nouveaux outils d'aménagement. Et finalement, tout ça doit se répercuter au niveau local. Donc, finalement, les orientations qui sont mises dans le schéma d'aménagement doivent être répercutées dans les outils locaux, donc les plans d'urbanisme et les règlements d'urbanisme qui doivent également être adoptés par les municipalités. Donc, si on arrive là, après cette mise en contexte là, des outils de l'environnement réglementaire général, si on arrive au cœur de la présentation, finalement, une fois qu'on veut protéger les milieux naturels, quelle est l'action municipale qui est possible? Quels sont les pouvoirs réglementaires qui sont donnés aux municipalités? Donc, dans un premier temps, pour ce qui est des milieux boisés, en fait, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, par l'article 113 que je vous mentionnais, qui porte sur les règlements de zonage, elle donne pouvoir aux municipalités d'adopter un règlement de zonage qui va permettre de régir ou de restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. C'est comme le premier pouvoir réglementaire à souligner parce que ça va permettre à la municipalité, en fait, de protéger certains couverts boisés ou bien en fait de limiter la disparition de l'abattage des arbres, ce qui peut notamment jouer un rôle important là, quand on parle, oui, de biodiversité, mais aussi de lutte contre les changements climatiques, parce qu'on sait là, le fait de conserver un certain niveau de couvert forestier va permettre d'agir un peu en fait comme des grands climatiseurs, là, si je peux le dire, utiliser cette image-là comme quand on parle des îlots de chaleur, que les arbres permettent de diminuer l'impact de ces îlots de chaleur-là. Donc, ça va être un outil réglementaire qui va pouvoir être multiple finalement pour les municipalités, qui ne va pas nécessairement seulement permettre d'assurer la protection de la biodiversité, mais qui va pouvoir aussi atteindre d'autres objectifs de transition écologique. À souligner également en fait que les MRC, donc les municipalités régionales de comté, peuvent également réglementer là, pour tout ce qui est abattage et plantation des arbres. Donc, c'est l'article 79.3 de la LAU qui prévoit ce pouvoir réglementaire-là. En fait, c'est finalement la MRC, elles peuvent aussi agir là, pour cette préservation-là, puis elles vont le faire par justement le schéma d'aménagement et de développement. Puis elles vont donner les grandes orientations, les objectifs en matière d'aménagement et de développement de ce territoire-là, puis de la forêt privée. Donc, il y a des orientations générales qui peuvent être mises dans les schémas d'aménagement, mais ensuite, dans ce règlement-là qui peut être adopté par la MRC, on va venir régir ou restreindre justement une portion ou la totalité du territoire de la MRC. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, ça peut être un règlement qui va s'appliquer dans certaines municipalités seulement, comme ça peut être un règlement qui peut s'appliquer sur l'ensemble des municipalités qui sont sur le territoire de la MRC.
Le deuxième pouvoir réglementaire à souligner, c'est celui qui va permettre la protection des milieux humides. Donc, de la même façon, l'article 113, c'est le paragraphe 16 dans ce cas-ci, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donne le pouvoir aux municipalités de réglementer par zonage pour interdire le remblai de milieux humides et pour prohiber des usages du sol, des constructions ou des ouvrages. Bon, de la même façon, en fait, le zonage, justement, va pouvoir permettre une certaine protection là, de ces milieux-là. Mais en fait, au-delà de ça, ce qui est super important de souligner, c'est le fait que les municipalités ont maintenant l'obligation de mettre en place des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, si vous le voyez, sur la diapo, c'est la loi sur le caractère collectif des ressources en eau, qu'on appelle aussi la loi sur l'eau, qui prévoit cette obligation-là. Celle-ci, elle découle du fait qu'en 2007, il y a eu l'adoption d'une loi qui a instauré un nouveau régime de protection des milieux humides et hydriques. Et en fait, ce plan régional-là des milieux humides et hydriques devait être produit par les municipalités en juin de cette année, par les MRC. Donc, c'est pas l'ensemble des MRC qui ont présenter là, ce plan régional-là, ce PRMHH au ministère de l'Environnement. Il y a certaines MRC qui ont demandé un délai supplémentaire, mais c'est en cours d'élaboration si ce n'est pas déjà déposé. Et finalement, ce que ça fait, c'est ce plan régional-là, c'est que ça va identifier finalement les milieux naturels, milieux humides d'intérêt qui devraient être protégés, puis ça va devoir aussi prévoir évidemment des moyens d'action pour assurer la protection de ces milieux-là. Ce qu'on voit qui est intéressant à souligner là, à l'article 15.5, c'est que une MRC va devoir veiller aussi à la compatibilité de son schéma d'aménagement avec son PRMHH. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Il va falloir que ça se répercute l'un dans l'autre. Donc, le schéma d'aménagement va devoir prendre en considération les éléments qui sont présentés dans le PRMHH et évidemment, là, par les éléments de concordance que j'ai présentés rapidement, ça va faire en sorte que les outils d'aménagement des municipalités vont aussi devoir identifier quels sont ces milieux humides-là qui sont d'intérêt, quels sont ces milieux humides qui devront être protégés. Donc, finalement, oui, il y a une possibilité pour les municipalités de le faire, mais dans une certaine mesure, il y a aussi une obligation, là, finalement, qui va s'accentuer avec le fait que les PRMHH sont adoptés, sont révisés, puis ils vont être mis en place par le ministère de l'Environnement également. Donc, il y a comme une obligation supplémentaire là, qui s'ajoute pour les municipalités de devoir refléter le contenu des PRMHH dans leurs outils de planification. Donc, je vous ai présenté ces deux principaux outils réglementaires-là, mais je le sais qu'il y a certains d'entre vous qui doivent se dire oui, mais comment finalement on les met en œuvre, là, ces outils réglementaires-là? Bien, en fait, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles si la municipalité veut assurer disons aussi un accès à des milieux naturels par ses citoyens. Parce que évidemment, là, quand le zonage, là, ça va pas faire en sorte, par exemple, si on décide de zoner parc un milieu naturel, ben ça ne pourra pas fonctionner pour que ça devienne un parc automatiquement. Donc, je le souligne parce que il y a souvent des citoyens qui, c'est la vision qu'ils ont, c'est le souhait qu'ils ont que finalement un milieu naturel devienne un milieu qui est accessible, mais ce n'est pas nécessairement l'outil de zonage, ne va pas nécessairement être suffisant pour ça. Puis dans certaines circonstances aussi, une municipalité peut simplement choisir, ben finalement, de faire l'acquisition de terrain de gré à gré ou par expropriation pour assurer la sauvegarde de milieux naturels. Puis moi, je le souligne, en fait, il peut y avoir aussi des collaborations intéressantes avec des organismes de conservation. Et que ce soit des organismes qui vont se porter acquéreurs finalement de milieux dans les municipalités puis qui vont pouvoir donner accès dans une certaine mesure à ces milieux-là. Mais aussi, il y a un travail justement de préservation avec des municipalités qui peut se faire une collaboration et s'établir pour que ce soit pas nécessairement qu'il y ait des dons, par exemple, des dons écologiques qui soient faits à des organismes de conservation. Donc, on voit différentes municipalités qui collaborent davantage avec les organismes de conservation, puis ça devient particulièrement intéressant pour tout ce qui est corridors écologiques aussi. Je prends le temps quand même de faire une petite mention sur ces corridors écologiques-là parce que ce sont des zones de conservation, de protection des milieux naturels et aussi de protection de la biodiversité qui vont nécessiter une certaine concertation et une cohérence dans l'action des différentes municipalités parce que finalement, quand il y a un corridor écologique qui est établi, qui est prévu par exemple dans un schéma d'aménagement par une MRC, en fonction des déplacements de certaines espèces fauniques, bien, il va falloir qu'il y ait, au-delà du territoire de la MRC, et une certaine action, des mesures prévues, parce que sinon, il peut y avoir une dissonance dans la protection, dans la planification territoriale, mais aussi, il va falloir que ça se répercute sur plusieurs municipalités.
Cela étant, ben oui, évidemment, dans certaines circonstances, les municipalités peuvent acquérir des terrains, comme je le mentionne, de gré à gré ou par expropriation, mais c'est pas toujours nécessaire, c'est pas toujours requis, c'est pas toujours non plus essentiel. Finalement, c'est pas une finalité que l'ensemble des territoires naturels, finalement, soient détenus par des corps municipaux. Mais il y en a plusieurs d'entre vous qui auront certainement entendu parler de la décision du PROC contre Mascouche qui a été rendue par la Cour d'appel cette année. Finalement, là, cette décision-là traitait de toute la notion d'expropriation déguisée, puis justement, ben, comment est-ce que les municipalités réglementent et dans quelles circonstances ça peut être considéré comme de l'expropriation déguisée. Puis là, vous allez avoir un article qui va vous être partagé dans l'outil de clavartage pour vous présenter justement quelles sont les différences à faire, les nuances à faire entre ce qui est de l'expropriation et ce qui est de l'expropriation déguisée. Donc, rapidement, là, sur du PROC contre Mascouche, en fait, dans ce cas-ci, c'est une dame qui avait acquis un terrain dans les années 70. À ce moment-là, il y avait un usage résidentiel qui était permis sur à peu près 70% du terrain, puis il y avait une partie qui était zonée conservation. Il y avait eu une entente là, pour que entre l'Intimé et la ville pour avoir certains pistes de ski de fond. Donc, il y avait un accès aussi là, qui était donné à des citoyens. En 2006, il y a eu un zonage, le zonage a été changé finalement pour que l'ensemble de la propriété soit modifié pour un usage conservation. Puis, il y avait certains usages qui étaient autorisés, là, notamment là, pour tout ce qui était sylviculture, mais le zonage avait été modifié là, notamment afin de permettre à la municipalité de respecter les orientations qui étaient prévues dans le SAD. Donc, les questions à litige dans ce dossier-là, comme je l'ai mentionné, c'était la notion d'expropriation déguisée. En fait, la question principale, c'est de ce qui était posé, c'est est-ce que c'était finalement de l'expropriation déguisée parce que la municipalité aurait imposé par règlement, aurait confisqué le bien parce qu'il n'y avait aucun usage possible finalement du terrain. Et la deuxième question, c'est en fait à partir de quelle date est-ce que le montant de l'indemnité doit être fixé. Finalement, en fait, ce que la Cour d'appel a décidé là, pour ce qui est de la première question, donc est-ce que c'est un cas d'expropriation déguisée, la Cour a décidé en fait qu'elle s'est montré d'avis que le seul effet expropriant du règlement de la ville suffit pour conclure qu'il y a une expropriation déguisée. Même si le règlement était valide. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, le règlement que la municipalité avait fait tenait, donc il n'était pas contesté. Par contre, là, même si ce pouvoir, cette action réglementaire-là était valide, la Cour a conclu qu'il s'agissait quand même d'une expropriation déguisée et qu'il fallait qu'il y ait une indemnisation donnée à la propriétaire là, pour contrer cet effet du règlement-là. Donc, je suis tout à fait consciente que cette décision-là, pour certaines municipalités, elle a un peu l'effet d'une douche froide parce qu'il y a certaines incertitudes, en fait, là, qui subsistent en ce moment, justement à dire, est-ce que pour chaque action réglementaire des municipalités, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des contestations judiciaires? Est-ce qu'il y aura de matière à compensation? Évidemment, moi, ce que je peux pas vous donner une réponse entière là, sur ces questions-là, parce qu'évidemment, ça va dépendre aussi, c'est des questions de fait, bien entendu, mais moi, je pense que qu'est-ce qui est extrêmement important de retenir à la suite de cette décision-là, c'est que les municipalités, en fait, elles ont toujours un pouvoir réglementaire valide et ce pouvoir réglementaire-là, elles doivent continuer de l'exercer, notamment parce qu'elles doivent continuer aussi de respecter les obligations de concordance qui découlent des paliers supérieurs et du gouvernement. Mais je le souligne, je pense que le timing de cette décision-là est somme toute intéressant et elle arrive à un moment, cette décision-là, où en fait, on a un certain momentum politique pour se poser des questions sur finalement comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer ces outils urbanistiques qui sont à la disposition des municipalités. Et cette opportunité-là, c'est la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Je la mentionne parce qu'en fait, il y a des différents membres du gouvernement, là, notamment le ministre de l'Environnement, qui a mentionné le fait qu'il y aurait des modifications législatives là, qui seraient adoptées à la suite de l'adoption de la PNAP pour mettre en œuvre justement là, cette vision-là. Et il y a des objectifs là, qui sont fixés, comme je le dis, par les paliers supérieurs, oui, dans des documents de concordance, mais aussi avec des objectifs, notamment de protection de la biodiversité. Donc, dans le cadre
des ententes internationales qui sont conclues par le gouvernement fédéral, bien, il y a des objectifs de protection. Là, dans ce cas-ci, on vise un objectif de protection de la biodiversité et de protection du territoire de 30 %. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, bien, finalement, il va falloir que chacun des paliers de gouvernement intervienne. Puis, on se rend compte que finalement, c'est peut-être le temps, là, une super belle occasion avec la FNAD de peaufiner ces outils d'urbanisme qui sont offerts aux municipalités, de les actualités au regard finalement des enjeux environnementaux qui sont mentionnés. Et comme le disait Amandine en début de présentation, bien, il y a le GIEC aussi là, qui nous en parle là, du fait que les municipalités, elles doivent agir et l'aménagement du territoire est central pour appréhender là, tous les effets des crises climatiques et de protection de la biodiversité. Donc, évidemment, on en a entendu beaucoup parler. Là, il y a la fameuse réforme qui serait envisagée de la loi sur l'expropriation. Il y a notamment le premier ministre qui en a parlé devant l'Union des municipalités du Québec. Là, j'y vais rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais 3 éléments à considérer. Fin municipale, donc finalement qu'on pourrait élargir la notion de fin municipale pour que la lutte contre les changements climatiques et la protection de la biodiversité soit également reconnue par la loi comme étant des fins municipales qui justifieraient l'intervention des corps publics, et évidemment si elles veulent procéder par expropriation. Les municipalités, ce qu'elles demandent largement, c'est de revoir le montant de l'indemnisation associée. Donc, on parle souvent du concept de juste valeur marchande qui pourrait venir finalement diminuer là, les montants de compensation, qui s'inspirerait notamment là, de réglementations de lois qui sont adoptées dans d'autres provinces, alors que les décisions des tribunaux ont codifié et que ça a ensuite été codifié là, des différents critères pour établir la juste valeur marchande. Et finalement, il y a aussi l'idée, peut-être que finalement, quand il y a un pouvoir réglementaire qui est utilisé par les municipalités, puis que ce pouvoir réglementaire-là est valide, peut-être qu'on ne devrait pas indemniser, en fait. Donc, quand il y a un règlement de zonage qui est valide, bon, peut-être que la solution, ce serait de ne pas indemniser un propriétaire dans certaines circonstances. Et encore une fois, vous allez avoir un lien qui peut vous être partagé dans le chat. Je vous en parle super rapidement de l'évaluation environnementale régionale. Ce serait aussi un outil à envisager, à ajouter, puis un outil qui serait très pragmatique parce qu'il s'inspire déjà de notre cadre juridique actuel, parce qu'on a justement des procédures d'évaluation environnementale qui sont déjà prévues. On a le Bureau d'audience publique en environnement qui est déjà une instance de consultation qui est solide, qui est mise en place. Et cette évaluation environnementale régionale-là, en fait, l'objectif, ce serait notamment de décloisonner les enjeux d'aménagement et d'environnement, mais aussi pour que tous les acteurs qui s'intéressent, qui doivent agir là, dans la planification territoriale, partent tous sur la même longueur d'onde avec toutes les mêmes données, parce qu'on en récolte beaucoup des informations, mais elles ne sont pas mises en commun nécessairement, et pas de mise en commun à tous les acteurs. Il y a une forme d'inégalité finalement dans l'action. Donc, pour avoir des objectifs communs, notamment justement, comme je le mentionnais, l'objectif de protection de 30 %, il faut qu'on se dise finalement que le territoire ne peut pas être considéré comme étant en latence de développement dans son entièreté. Il faut qu'on ait cette vision commune-là avec des données communes pour bien planifier le territoire par l'ensemble des municipalités, les corps municipaux, mais aussi par les ministères, donc notamment le ministère des Ressources naturelles, le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement. Donc, si vous avez des questions là, plus précises sur cette idée-là qu'on propose, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et ce qui m'amène à vous présenter là, ici notre adresse courriel pour nous contacter. Puis j'ai déjà dépassé mon temps, alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à Philippe. Oui, merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ta présentation très intéressante. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos questions et commentaires via l'outil de discussion qui est tout en bas de votre fenêtre. Puis je vais partager certaines questions. Je vais essayer de faire une agglomération de questions parfois, parce qu'il y en a quand même plusieurs, lors de la période d'échange avec le public à la fin du webinaire. Bon, évidemment, maintenant qu'on a un bon tour d'horizon des pouvoirs à la disposition des municipalités pour agir dans la protection des espaces naturels, je vous propose qu'on s'intéresse à la gestion du bâti. Bon, vous le savez, à la COP 15, il va notamment être discuté d'adopter une cible de protection de 30 % des terres et des mers d'ici 2030, donc le 30 par 30. C'est une cible qui est jugée minimale pour assurer un maintien des écosystèmes et de la biodiversité. Nécessairement, pour atteindre des cibles de protection de 30 % du territoire, il va falloir absolument se pencher sur l'optimisation des 70 % qui sont déjà construits ou qui pourraient éventuellement être voués à un développement.
On va donc se tourner vers Catherine Pépera, qui est urbaniste et conseillère en aménagement du territoire chez Vivre en Ville. Catherine est titulaire d'une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal. Après un parcours en recherche-action à l'Université de Montréal, puis à l'École nationale d'administration publique dans le domaine de la résilience urbaine, elle s'est jointe à l'équipe de Vivre en Ville en 2020, où elle s'intéresse notamment au rôle de l'aménagement du territoire dans l'adaptation au changement climatique. Elle travaille, entre autres, à outiller les municipalités en matière de gestion optimale de l'urbanisation. À toi, Catherine. Merci, Philippe. Alors, je vous partage ma présentation. Voilà. Juste déplacer mon outil Zoom. OK. Alors, pour commencer cette deuxième partie-là, en fait, j'aimerais peut-être revenir à la question initiale à laquelle on voulait amener des éléments de réponse aujourd'hui. Parce que là, la première partie avec Anne-Sophie nous a éclairé en fait sur les pouvoirs des municipalités pour protéger directement les milieux naturels. Puis maintenant, bien, comme Philippe l'a dit, on va s'intéresser non seulement à leur protection directe, mais surtout à la conciliation de cette protection-là des milieux naturels avec les milieux bâtis. Et on va voir en fait qu'une gestion optimale de l'urbanisation, c'est essentiel et ça va de pair avec ce désir de protection des milieux naturels. Donc, ma présentation va être en 3 temps. D'abord, une courte mise en contexte pour clarifier pourquoi on parle de conciliation et surtout à quelle échelle territoriale on doit la considérer. Ensuite, ça va être des grands principes et des stratégies pour gérer l'urbanisation de façon optimale, donc entre autres pour limiter la pression sur les milieux naturels. Et troisièmement, la plus grosse partie, ça va être que je vais vous apporter en fait des éléments de réponse à la question, donc à savoir quels sont les outils à la disposition du monde municipal pour y arriver. Donc, d'abord, j'assume que si vous êtes inscrit au webinaire, c'est probablement parce que vous êtes préoccupé par la protection des milieux naturels dans votre municipalité ou dans votre région. On voit qu'il y a de plus en plus de collectivités qui se mobilisent sur cet enjeu-là. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a de véritables menaces qui pèsent sur les milieux naturels. Généralement, on parle de projets immobiliers. Donc, si ces projets-là immobiliers sont proposés, c'est aussi habituellement parce qu'ils répondent à une certaine demande, donc à des besoins, par exemple des besoins en habitation, ou à des aspirations plus larges, par exemple pour des lieux de villégiature. Pour ce qui est de la demande en habitation, on sait qu'on est déjà dans un contexte de pénurie en habitation à peu près partout au Québec. Et en plus, si on regarde les plus récentes prévisions de l'Institut de la statistique du Québec qui sont sorties tout récemment, on sait qu'on va avoir dans une vingtaine d'années près de 400 000 ménages de plus qu'aujourd'hui. Puis les prévisions montrent que la croissance va être particulièrement forte dans certaines régions comme les Laurentides, la Naudière, la Montérégie et l'Estrie. Donc, dans ce contexte-là, où il y a beaucoup de régions qui s'attendent à accueillir une croissance dans les prochaines années, ça va être difficile pour les municipalités de protéger les milieux naturels à long terme si elles essayent de le faire sans prendre en compte les besoins et les aspirations qui sont derrière les projets immobiliers. Parce que la pression va toujours être là, puis ça va être comme une sorte de bataille perpétuelle. Donc, c'est pour ça que, selon nous, la protection des milieux naturels, ça implique d'abord de réduire la pression qui pèse sur eux en réussissant à combler nos besoins, nos aspirations avec l'espace qu'on a dans les milieux qui sont déjà urbanisés. De toute façon, on sait que l'aménagement du territoire, on s'entend que c'est toujours une conciliation entre des besoins et des aspirations multiples. Puis le défi, c'est de trouver justement cet équilibre-là dans l'intérêt collectif. Puis ça nous semble assez évident que la protection des milieux naturels, mais tout comme l'accès à une habitation convenable pour tout le monde, c'est tous les deux des objectifs qui sont dans l'intérêt collectif. Puis évidemment, tout ça, c'est des défis qui dépassent souvent les limites municipales. Donc, c'est pourquoi c'est important pour vous aussi de s'intéresser aux différentes échelles territoriales. Donc, l'échelle la plus large à laquelle on s'intéresse généralement, c'est l'échelle de l'agglomération, ou on pourrait dire de la région. Donc, ici, on ne parle pas des limites administratives précises, mais plutôt des ensembles urbanisés et des milieux naturels et agricoles qui les entourent. Donc, à cette échelle-là, on va généralement distinguer 3 grands types de milieux, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Donc, on a les milieux urbanisés, surtout les périmètres d'urbanisation, comme celui qu'on voit en jaune. On a les milieux agricoles, surtout la zone agricole permanente, comme ce qu'on voit en vert. Et finalement, on a aussi tout le reste.
Puis dans tout le reste-là, on peut trouver toutes sortes d'activités, évidemment, mais c'est surtout là que se trouvent les vastes milieux naturels qui ont conservé quand même une certaine intégrité, si on peut dire. Puis c'est aussi à cette échelle-là que le degré de connexion entre les milieux naturels, qu'on appelle la connectivité écologique, comme ça a été mentionné tantôt, c'est à cette échelle-là qui est encore plus fort parce que les milieux naturels ont moins subi de fragmentation. Donc, c'est sûr que ce sont des milieux naturels qui sont prioritaires à protéger, de même que les corridors naturels qui vont les relier entre eux. Mais malheureusement, ces milieux-là sont souvent menacés, soit par l'agrandissement des zones urbaines ou parfois par une urbanisation plus diffuse ou très éparpillée qui vient malheureusement fragmenter ces vastes milieux-là, même si des fois ça se fait avec l'intention de vivre plus en harmonie avec la nature. Cela dit, on retrouve aussi certaines formes de milieux naturels à l'échelle des quartiers ou des milieux de vie. Par exemple, on a des cours d'eau, des berges qui traversent les milieux bâtis, on a des milieux humides, des boisés qui soient accessibles au public ou pas. C'est sûr que c'est des milieux qui sont plus circonscrits, qui sont plus fragmentés puis qui ont perdu plus de leur intégrité que les grands milieux naturels en périphérie, mais ils contribuent fortement à notre qualité de vie et ils peuvent aussi contribuer à la connectivité écologique, surtout s'ils sont planifiés dans un réseau. Puis finalement, en milieu urbanisé, à l'échelle plus fine des rues, des bâtiments, de leur terrain, on peut retrouver des aménagements qui seront peut-être pas qualifiés de milieux naturels par la plupart des gens, mais qui peuvent aussi contribuer fortement à la qualité de vie, à la santé et même à la connectivité écologique. Donc, lorsqu'on parle de conciliation entre la protection des milieux naturels et l'urbanisation, on s'intéresse avant tout à stopper la progression de l'urbanisation à l'échelle régionale, mais aussi à conserver des milieux naturels à l'échelle de nos quartiers. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que ça signifie là, de gérer l'urbanisation de façon optimale pour à la fois protéger les milieux naturels et répondre à nos autres besoins et aspirations. Donc, comme je l'ai résumé en introduction, gérer l'urbanisation de façon optimale, ça veut d'abord dire de ne pas sacrifier les milieux naturels comme on le fait lorsqu'on répond à nos besoins en habitation sous forme d'étalement ou d'urbanisation diffuse, comme ce qu'on voit sur l'image de gauche. Ça implique plutôt de diriger cette croissance dans les milieux bâtis, ce qui veut dire les densifier. Cette densification-là, ça peut prendre deux grandes formes. Donc, on parle d'une part de requalification lorsqu'on vient changer la vocation d'un milieu ou le remanier plus en profondeur. C'est ça qu'on fait quand on crée un écoquartier sur une friche industrielle, par exemple. Ou sinon, on parle tout simplement de consolidation. Ça, c'est quand on vient intensifier des activités qui sont déjà présentes dans un milieu, comme ajouter davantage d'unités dans un milieu qui est déjà résidentiel. Puis là, on a parfois l'impression que nos milieux bâtis sont déjà optimisés puis qu'il n'y a pas d'espace pour les consolider ou les requalifier. Mais en fait, on y retrouve souvent beaucoup plus d'espace sous-utilisé qu'on pourrait le penser. Donc, je vous montre quelques exemples. Ça peut être des bâtiments vacants, comme des couvents, des presbytères, ou dans cet exemple-là, un bâtiment industriel qui avait le potentiel d'être converti pour accueillir des logements. Ça peut être des terrains qui sont occupés par des activités qu'on appelle en perte de vitesse, là, donc où la requalification pourrait être dans l'intérêt collectif. Ça peut être des stationnements de surface qui sont sous-utilisés, donc de plus ou moins grande superficie. Ça peut être des terrains vacants, des friches, c'est sûr qu'on en trouve encore dans beaucoup de milieux. Ou encore, ça peut être des grandes parcelles qui sont partiellement construites sur lesquelles il reste de l'espace pour justement venir consolider. Puis, Vivre en Ville a d'ailleurs fait l'exercice d'identifier ces espaces dans les périmètres d'urbanisation de plusieurs villes et villages dans les dernières années. Puis, le potentiel est souvent assez surprenant, comme dans le cas de ces 4 villages-là qui sont en milieu agricole dans la MRC de la Nouvelle-Beauce, où le potentiel théorique d'ajout de logements se compte dans les centaines. Donc, la gestion optimale de l'urbanisation, ça concerne vraiment tous les milieux, des grandes villes aux plus petits villages. Puis après ça, la densification sur les espaces sous-utilisés, ça peut prendre plusieurs formes, certaines qui sont plus marquantes, comme lorsqu'on vient vraiment ajouter des nouveaux bâtiments, puis d'autres qui sont plus subtiles, lorsqu'on vient simplement modifier les bâtiments qui sont déjà existants. Donc, je vais aussi vous montrer là, quelques exemples rapidement. Donc ici, on a une situation avant la construction sur un stationnement de surface et le résultat après. Donc, premier cas de figure. Ici, une situation avant une fragmentation de parcelles, donc une division d'une parcelle en deux, et un résultat après, lorsqu'on a une nouvelle maison qui vient s'insérer à côté de la première. Une autre situation avant le remplacement d'une maison unifamiliale
et ensuite le résultat lorsqu'un triplex est construit à sa place. Maintenant, pour les modifications aux bâtiments existants, bien, on a vu tout à l'heure cet exemple de bâtiment industriel, puis là, on le voit transformé justement pour accueillir une coopérative d'habitation. Ensuite, concernant les agrandissements qui permettent d'augmenter le nombre de logements, ici, on a une situation avant la transformation d'un bungalow et ensuite le résultat lorsqu'il devient un duplex avec l'ajout d'un étage. Puis finalement, l'ajout de logement, ça peut aussi se faire de l'intérieur, par exemple en transformant un sous-sol en logement qui est distinct, ou ça peut se faire de manière très subtile, comme ce bâtiment-ci qui semble être une résidence unifamiliale, mais qui en fait a 3 portes, donc qui regroupe 3 logements, qui est en fait un triplex. Donc ici, c'est vraiment le sommaire là, des 6 stratégies que j'ai montrées avec des exemples. Je ne vais pas repasser sur chacune, mais vous allez avoir cette diapositive-là par la suite si jamais elle peut vous être utile comme synthèse. Donc là, tout ce que vous venez de voir, ce sont des stratégies qui permettent d'accueillir la croissance des ménages dans les milieux qui sont déjà urbanisés, donc de ne pas empiéter sur les milieux naturels. Mais par contre, ça ne veut pas dire que les milieux naturels et les milieux bâtis sont mutuellement exclusifs ou qui doivent nécessairement être mis en opposition. Par l'aménagement, on peut plutôt chercher à réconcilier ces milieux-là, que ce soit en déployant des espaces naturels dans les milieux bâtis ou en mettant en valeur les interfaces entre les 2 types de milieux. Donc, je vous en parle rapidement. Pour ce qui est du déploiement dans les milieux bâtis, ça peut encore une fois prendre différentes formes qui soutiennent différentes fonctions, comme un réseau de parcs, des espaces de jeux et de sport, de l'agriculture urbaine. Ça peut être par la canopée généreuse, ça peut être par des corridors verts ou bleus dans le cas des cours d'eau qui vont relier ces espaces-là entre eux. Puis, une autre façon de réconcilier les milieux naturels et bâtis, c'est aussi de mieux aménager les interfaces entre les deux. Parce qu'au Québec, on a souvent tendance à créer des quartiers qui tournent le dos aux milieux naturels ou agricoles, ce qui fait qu'au final, on y a peu accès, que ce soit physiquement ou juste visuellement. Alors qu'à certains endroits, comme dans ce quartier-ci en Allemagne, les interfaces ont vraiment été réfléchies en amont. Donc, ça peut vouloir dire d'avoir des voies de circulation puis des bâtiments qui sont perpendiculaires au milieu naturel, donc ce qui permet d'avoir des points de vue puis des accès publics. Ou encore, ça peut être d'aménager un sentier à la frontière entre les 2 milieux. Donc, ça vient délimiter clairement elle est où la limite de l'urbanisation, mais ça favorise aussi probablement un attachement de la population au milieu naturel. Maintenant, je tenais aussi à dire quelques mots là, au sujet de la villégiature, parce que là, j'ai parlé de densification des milieux déjà bâtis pour répondre à nos besoins sans empiéter sur les milieux naturels, mais évidemment, on ne va pas nier le fait qu'il y a des activités comme la villégiature qui vont par définition prendre place dans les milieux naturels. Par contre, on sait que les écosystèmes ont des capacités de support limitées. On le voit entre autres avec les lacs, les nombreux lacs en fait qui sont pollués parce que leurs abords se sont peut-être trop développés. Donc, tout comme pour la densification des milieux urbanisés, l'aménagement des lieux de villégiature doit aussi être encadré par les municipalités si l'objectif, c'est de protéger davantage les milieux naturels. Donc, pour conclure cette section-là sur les principes et les stratégies, j'ajouterais que les principes de gestion de l'urbanisation que j'ai mentionnés se retrouvent, en d'autres mots, là, dans la vision stratégique de la politique nationale qu'Anne-Sophie a mentionnée, donc qui est sortie plus tôt cette année. On y parle, vraiment, j'ai souligné certains passages, là, mais on y parle d'orienter la croissance dans les milieux déjà urbanisés, de consolider, d'augmenter la densité, d'avoir des formes compactes d'aménagement. Puis d'ailleurs, on attend justement le plan de mise en œuvre de cette politique-là pour cet hiver, puis on espère qu'il va donner aux municipalités les moyens nécessaires là, pour mettre ça en œuvre puis accélérer la transition écologique. Donc justement, on va passer maintenant à la démarche puis aux outils urbanistiques qu'on a déjà en ce moment là, à notre disposition pour gérer l'urbanisation en complément des outils de protection qui ont été mentionnés tantôt. Donc là, le temps de la présentation ne me permettra pas d'entrer dans les détails, donc je vous présente une version simplifiée de la démarche urbanistique que Vivre en Ville propose aux municipalités. Ça commence par la réalisation d'un portrait puis d'un diagnostic du territoire, parce qu'il faut évidemment d'abord identifier puis connaître les milieux naturels sur notre territoire, puis il faut aussi savoir c'est quoi le potentiel d'accueil de la croissance dans nos milieux déjà bâtis. Ensuite, il faut savoir où on s'en va. Donc, ça implique de définir une vision puis de l'illustrer dans ce que nous, on appelle un projet urbanistique. Je vais y revenir dans quelques instants. Et finalement, c'est seulement
Une fois qu'on a déterminé c'est quoi notre devenir souhaitable pour notre territoire, qu'on va traduire cette vision-là dans les outils d'urbanisme, notamment dans la réglementation. On a souvent tendance à sauter les 2 premières étapes puis à passer tout de suite aux outils en oubliant qu'au final, leur rôle, c'est vraiment d'être au service d'une vision qui doit avoir été planifiée avant. Donc, même si les outils sont très importants, ils ne vont pas nous mener très, très loin s'il n'y a pas une intention claire en faveur à la fois de la protection des milieux naturels et de la consolidation des milieux bâtis. Donc, je vais passer maintenant à travers chacune de ces 3 étapes. C'est en fait à l'étape du portrait là, que la municipalité va devoir croiser les données disponibles ou même faire produire des nouvelles données pour avoir ce qu'il faut pour identifier, caractériser et peut-être même prioriser des milieux naturels à protéger. Ça va aussi permettre de connaître la capacité de support des écosystèmes dans les secteurs qui sont occupés par des activités de villégiature. Donc, ici, c'est juste un exemple de données utilisées par la municipalité de Beaumont dans ce cas-ci, dans son portrait diagnostic. C'est une carte des peuplements éco-forestiers produite par le ministère des Forêts, Fonds des Parcs, sur lequel on a aussi ajouté le périmètre d'urbanisation en rouge. Donc, c'est une des multiples sources de données là, à la disposition des municipalités pour identifier et caractériser les milieux naturels. Donc, il faut aller chercher l'expertise en la matière. Après ça, au sein du périmètre d'urbanisation, là, on zoome là-dessus, on voit maintenant la carte des espaces sous-utilisés qui ont été identifiés pour connaître c'est quoi le potentiel de consolidation puis de requalification qui permettrait à Beaumont d'accueillir la croissance sans avoir à s'étaler sur ces milieux naturels ou agricoles qui sont à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Puis, à partir de là, puis évidemment, après avoir analysé plein d'autres thématiques comme le patrimoine bâti, par exemple, vient le temps de définir une vision. Donc, une vision sous forme de mots, c'est bien, mais souvent, ça peut être vague, puis ça ne dit pas la même chose pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on préconise d'illustrer la vision dans un projet urbanistique. Donc, ici, avec l'exemple de Beaumont, on a identifié des secteurs qui sont plus propices que d'autres à la consolidation du périmètre d'urbanisation. Parce que c'est pas parce qu'un espace est identifié comme sous-utilisé qu'il est nécessairement souhaitable de construire dessus. Il y a plein d'autres éléments à prendre en compte, notamment est-ce que c'est un espace qui est à proximité des commerces et des services. Donc, pour chacun des secteurs choisis, la vision des transformations a été illustrée. Là, je vous montre uniquement la vision pour la consolidation, mais la même chose a été faite, par exemple, pour le réseau d'espaces verts au sein des milieux bâtis. On peut aussi l'illustrer. Puis, c'est seulement après ça qu'on devrait passer à l'étape suivante qui consiste à concrétiser le projet là, grâce aux outils. Donc, d'abord, dans les outils officiels de planification qui ont été mentionnés tantôt, on a le schéma d'aménagement à l'échelle de la MRC et le plan d'urbanisme à l'échelle de la municipalité. Il y a d'autres types de plans comme ceux sur les milieux humides et hydriques qui ont aussi été mentionnés, mais c'est sûr qu'ils doivent se traduire dans les outils d'urbanisme ultimement. Donc, dans les documents de planification, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer la gestion optimale de l'urbanisation et donc la protection des milieux naturels? Comme je l'ai dit, si on veut y arriver, il faut se doter d'intentions claires auxquelles les règlements et les interventions vont devoir se conformer. Donc, ça passe en premier lieu par des orientations puis des objectifs qui priorisent la biodiversité, les écosystèmes, la connectivité écologique, par exemple, mais aussi qui priorisent la densification des milieux déjà bâtis. Ensuite, on peut délimiter des périmètres d'urbanisation qui correspondent le plus possible aux milieux déjà bâtis, ce qui peut vouloir dire de les resserrer s'ils sont trop vastes actuellement. Il y a même parfois des municipalités qui n'ont pas de périmètre d'urbanisation pour différentes raisons. Si c'est une municipalité où il y a une pression pour accueillir du développement, ça pourrait peut-être être bien d'évaluer la possibilité de se doter d'un périmètre pour justement faciliter le contrôle de l'urbanisation. Sinon, ça peut être plus difficile. Pour ce qui est du resserrement des périmètres, je vous montre l'exemple de la municipalité de Wotton dans la MRC des Sources en Estrie, pour laquelle le périmètre d'urbanisation a été justement réduit dans la récente révision du schéma d'aménagement pour exclure le parc boisé qui est identifié là, en vert foncé. Donc, cette décision-là leur permettait à la fois de diminuer la pression sur les activités agricoles aux alentours, mais aussi de s'assurer que le boisé ne soit pas considéré lorsqu'on vient calculer le potentiel d'accueil de la croissance du village, parce que pour la municipalité, c'est un parc boisé et ça doit le rester. Une fois ensuite qu'on a délimité ce qui est destiné aux activités urbaines et ce qui ne l'est pas, je
continue la liste, on doit traduire cette volonté-là dans des affectations, que ce soit dans le schéma d'aménagement ou dans le plan d'urbanisme. Puis c'est là qu'on va donner une vocation aux différentes parties du territoire, autant dans les milieux urbanisés qu'à l'extérieur. Ça peut être des affectations urbaines, forestières ou récréatives, par exemple. Ensuite, dans les périmètres d'urbanisation, il est possible pour les MRC de prévoir une séquence dans l'urbanisation, donc avec des zones prioritaires d'aménagement et des zones de réserve. Ça aussi, c'est une excellente façon de gérer l'urbanisation de façon optimale, s'assurer que ça se fasse dans la bonne séquence. En plus, dans leur plan d'urbanisme, les municipalités ont la possibilité de désigner des zones à protéger, donc ça pourrait être un boisé en milieu urbain. Et dans le schéma, la MRC peut identifier des territoires d'intérêt culturel, esthétique ou écologique. Puis un élément intéressant, c'est que l'aspect culturel ou esthétique, ça peut inclure les paysages. Donc, c'est un angle différent pour la protection des milieux naturels, mais ça pourrait peut-être aussi permettre de limiter des possibilités de développement dans certains milieux qu'on veut protéger. Et un autre pouvoir des MRC, qui vient cette fois là, de la loi sur les compétences municipales, c'est de déterminer l'emplacement d'un parc régional. Qu'elle soit propriétaire des terrains ou non au départ. C'est sûr que s'il y a des terrains qui sont privés, elle va ensuite devoir conclure des ententes là, avec les propriétaires pour pouvoir gérer le parc. Mais c'est un outil à disposition des MRC qui rentre à la fois dans la catégorie planification et peut-être aussi intervention. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, sachez qu'un parc régional, ça n'a pas nécessairement besoin d'être un territoire continu. On a ici l'exemple du parc naturel régional de Portneuf, dans la MRC de Portneuf, qui comprend des terres publiques, des terres municipales, des terres privées dans plusieurs municipalités de la région, donc dispersées à différents endroits sur le territoire. Et finalement, je continue la liste. Donc, pour revenir à la question de la villégiature là, à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, bien, les municipalités peuvent se servir de différents outils de planification pour la régir. Par exemple, elle a le pouvoir de déterminer elle-même le tracé des voies de circulation, donc s'assurer que les projets ne se réalisent pas n'importe où. Ou encore, elle peut clarifier quels sont les services municipaux qu'elle va offrir dans les secteurs de villégiature pour que les villégiateurs ne s'attendent pas à avoir le même niveau de service qu'ailleurs et qu'ils ne soient pas tentés de s'établir là de façon permanente. Donc, une fois que tout ça est planifié à l'échelle régionale et locale, c'est là qu'on peut se servir des outils de réglementation pour rendre ça concret. Donc, pour ce qui est de la densification des milieux bâtis, bien, ça implique de justement permettre des transformations dans nos milieux bâtis. Il faut les accepter, il faut les encadrer, ce qui peut se faire avec les deux grandes catégories de règlements qui ont été présentées tout à l'heure. C'est aussi là, en matière de réglementation qu'on voit en fait toute l'importance de s'être doté d'un projet urbanistique, donc d'une vision, avant de se doter d'une réglementation. Dans la façon plus traditionnelle de faire, là, du côté gauche, on voit que les règlements mènent souvent à une homogénéité des milieux bâtis. Puis ça vient un peu contraindre l'évolution des milieux, donc c'est difficile de faire des projets de consolidation ou de requalification quand c'est la même chose qui est permise partout. Au contraire, si on a d'abord une vision puis qu'on a une réglementation qui est au service de ce projet-là, bien, ça va laisser plus de place à une plus grande flexibilité qui est nécessaire pour faire des projets de ce type-là. Et finalement, en matière de réglementation, on continue deuxième partie de la liste. Donc, pour régir l'aménagement des lieux de villégiature à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, il y a aussi plusieurs possibilités dans les règlements d'urbanisme. Par exemple, on peut utiliser le règlement de lotissement pour exiger d'avoir des lots qui sont très vastes. On peut prévoir le tracé des rues. On peut utiliser le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble pour lister des critères de protection de milieux naturels dans les projets. On peut utiliser le règlement sur les PIA pour lister des critères aussi. Puis, on peut utiliser le règlement sur les conditions d'émission des permis de construction pour exiger, par exemple, que les nouvelles constructions soient desservies par des rues existantes. Donc, éviter d'aménager des nouvelles rues qui vont fragmenter les milieux naturels, entre autres. Donc, dernière catégorie d'outils, c'est des outils d'intervention à disposition des municipalités. Donc, il y a la maîtrise foncière, l'acquisition de propriété qui a été mentionnée aussi tout à l'heure. Là, on en parlait pour les milieux naturels, mais dans certains contextes, ça peut être aussi utilisé pour des projets de consolidation urbaine. Pour ce qui est des milieux naturels aussi, petite parenthèse, il y a entre autres la possibilité d'exiger des contributions du privé dans le cadre de projets immobiliers pour récupérer des espaces naturels à travers le règlement de zonage ou de lotissement. Donc, c'est le sous-point qui est ici.
Et bien, comme ça a été mentionné, il y a aussi de plus en plus de collaboration là, entre des municipalités et des organismes de conservation pour acquérir, mettre en valeur des milieux naturels parce que bien, les municipalités n'ont pas toujours le budget pour le faire. Un autre outil d'intervention à une échelle plus localisée, c'est les investissements des municipalités dans les espaces publics. Donc, que ce soit dans les parcs ou dans l'emprise des rues, ces investissements-là vont contribuer à la stratégie de réconciliation entre les milieux naturels et bâtis qu'on a vu tout à l'heure. Et bien, ça doit aller de pair avec toute stratégie de densification nécessairement pour améliorer la qualité de vie dans les milieux plus urbains. Puis, mon dernier point, donc en continuant la liste, ce serait la possibilité pour les municipalités, là, dans certains contextes précis, d'offrir des incitatifs fiscaux pour encourager les projets de consolidation et de requalification. Donc, c'est ce qui conclut un peu l'aperçu des outils pour concrétiser la vision. C'est sûr que ça ne se voulait pas nécessairement exhaustif, il pourrait y en avoir d'autres. Puis comme on n'avait pas le temps de les présenter vraiment en détail, mais en fait, c'est des outils qui existent depuis un certain temps là, en aménagement du territoire. Donc, certains d'entre vous ne seront pas surpris de ce que j'ai présenté. Donc, vous pouvez trouver là, beaucoup plus de détails sur chacun de ces outils-là, notamment dans le guide de prise de décision en urbanisme sur le site du ministère des Affaires municipales. Donc, je vous ai mis le lien que vous aurez dans la présentation. Puis, je vais conclure avec quelques grands messages à retenir. Donc, premier message, dans un contexte de croissance démographique, bien, la protection des milieux naturels, ça va de pair avec la consolidation des milieux déjà urbanisés, ce qui veut dire d'accepter des transformations dans nos milieux bâtis. Évidemment, puis là, c'est plus complexe que ce que je montre ici, mais si on prend ces deux enjeux-là, ça donne quelque chose comme ça. Si on regarde la première ligne en haut, bien, si d'un côté, on poursuit l'urbanisation sur le territoire, bien, le résultat, c'est qu'on va perdre des milieux naturels ou des milieux agricoles, ce qui peut être autant problématique. Pour faire mieux, on peut aller à la deuxième ligne où est-ce qu'on décide d'urbaniser l'espace qui ne l'est pas encore, mais au moins en restant dans les périmètres d'urbanisation, puis densifier ceux qui sont déjà urbanisés. Donc ça peut nous permettre au moins de protéger les vastes milieux naturels qu'on a à l'extérieur. Ensuite, on peut aller encore plus loin à la troisième ligne et décider de resserrer nos périmètres d'urbanisation en plus de densifier l'existant, ce qui va permettre de protéger encore plus de milieux naturels. Et finalement, dans les milieux urbanisés, bien, on pourrait décider de densifier uniquement les espaces déjà urbanisés, donc protéger absolument tous les espaces naturels où qu'ils soient. Par contre, comme je l'ai dit, bien, il faut mettre dans la balance le fait qu'on manque déjà d'habitation et qu'on prévoit une hausse de ménage dans beaucoup de milieux. Donc, avec tous ces enjeux-là, chaque collectivité pourrait se positionner différemment sur ce gradient-là, qui se voulait une façon un peu de schématiser autrement les enjeux. Deuxième grand message, c'est qu'on va éviter les incohérences en planifiant aux échelles régionales et locales. Ça vaut autant pour la protection des milieux naturels que pour la gestion de l'urbanisation. Si on protège un haut pourcentage de milieux naturels à un endroit, bien, ça veut peut-être vouloir dire qu'on va construire ailleurs pour loger tout le monde. Donc, d'où l'importance de considérer toutes les échelles. Et troisième message, c'est que c'est d'abord grâce à une planification qui fait de la protection des milieux naturels une priorité qu'on va réussir à les protéger parce que les outils réglementaires, ultimement, c'est des moyens de mettre cette planification-là en œuvre. Et je conclus en vous disant que en fait, en vous informant là, dans le contexte de ce webinaire-là, puis en lien avec ce que je viens de mentionner, de deux initiatives sur lesquelles Vivre en Ville travaille actuellement. Donc, dans le cadre de municipalités Amis du climat, il y a notamment une communauté de pratique qui regroupe des municipalités, mais il y a aussi des outils pour vous, là, donc comme une série de fiches sur la densification. On va vous mettre le lien dans le chat du webinaire. Ça peut vous permettre d'approfondir certains éléments que j'ai présentés. Et d'un autre côté, dans le cadre de l'initiative Municipalité sobre en carbone et résiliente, on a aussi lancé la semaine dernière 3 fiches qui portent sur la démarche du projet urbanistique dans une optique de gestion optimale de l'urbanisation, donc vraiment en lien aussi avec ce que j'ai mentionné, qui pourrait vous aider là, à approfondir certains éléments de ma présentation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Catherine, pour ta présentation très détaillée et pertinente. On arrive maintenant à la période de discussion. Il y a beaucoup de questions du public qui ont été posées. Malheureusement, je n'arriverai pas à en faire un amalgame qui permet d'y répondre à l'entièreté. Ceci étant, on a quand même quelques petites questions que je vais essayer de
de faire ressortir. Peut-être commencer à ton avis, Catherine, est-ce qu'avec le résultat obtenu dans l'affaire du PRA contre Mascouche, il y a des outils de gestion de l'urbanisation justement qui méritent peut-être d'autant plus d'être utilisés ou d'être mis de l'avant par les municipalités? En fait, selon ma compréhension là, de l'affaire Mascouche, c'est que ça rend plus délicat pour les municipalités de changer un zonage qui permettait autrefois une forme de développement, puis là, de le changer, mettons, pour un zonage plus de type conservation. Ça les empêche pas du tout de le faire, mais ça se pourrait qu'il y ait une indemnité à fournir. Donc, je pense que c'est sûr qu'on espère que le cadre juridique va être modifié, comme on l'a dit, plus en faveur des municipalités, mais entre-temps, ça rend peut-être d'autant plus important là, de travailler en parallèle sur la gestion de l'urbanisation pour peut-être arriver plus indirectement au même objectif là, de protection des milieux naturels. Par exemple, ça vient souligner d'autant plus l'importance de favoriser les projets là, de consolidation, de requalification des milieux urbanisés. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais dans la planification, les municipalités peuvent utiliser une planification plus détaillée avec un programme particulier d'urbanisme, par exemple, dans les milieux, n'importe où, mais par exemple dans les milieux urbanisés, ce qui peut leur donner des outils supplémentaires pour intervenir directement ou offrir des incitatifs là, pour requalifier des milieux urbanisés. Je pense que les outils de séquençage que j'ai mentionnés aussi, ça peut être très utile. Puis après ça, pour ce qui est de l'urbanisation ou plus de la villégiature à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, tout ce qui est de combiner les outils, de déterminer d'avance le tracé des rues, puis de mettre des conditions à l'émission des permis de construction, c'est des outils de gestion de l'urbanisation qui vont permettre d'y arriver aussi indirectement là, à cette protection-là. J'ai parlé de maîtrise foncière avec l'outil de la cession de terrain aux fins de parc, terrain de jeu puis espace naturel là, pour dans le cas d'un projet immobilier. Donc, c'est sûr que c'est dans le cadre d'un projet, mais supposons qu'un promoteur a un vaste terrain qui est en partie un milieu naturel, cet outil-là peut être utilisé pour récupérer la partie du terrain. Généralement, on parle de 10% de la superficie, mais il faut savoir que quand c'est dans un secteur central et que c'est déjà un espace vert, il y a des critères à respecter. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de maximum prévu nécessairement là, pour la superficie qu'on veut aller chercher, donc ça peut être un outil intéressant. Puis peut-être dernier point, j'ai mentionné aussi rapidement les outils de protection du patrimoine. Mais ça peut peut-être être de passer par ces outils-là. Tu sais, par exemple, là, il y a l'île Bizarre à Montréal où il y a eu une demande pour un statut de paysage humanisé récemment. Donc, peut-être que ça peut donner des outils supplémentaires, tu sais, pour encadrer les transformations dans le paysage. Puis, il y a d'autres formes aussi là, de désignation patrimoniale. Là. Donc, c'est ce que je propose pour répondre à tes questions. Super, très complet. En fait, là, je me redirigerai vers Anne-Sophie, en fait, pour continuer dans la même veine, mais cette fois, est-ce qu'on a déjà assez d'outils de gestion de l'urbanisation pour que justement les conséquences éventuelles du PRA contre Mascouche ne soient pas si dramatiques que ça en matière de protection des milieux naturels? En fait, je vais répondre en partie à ta question, mais je veux aussi inciter à une réflexion. En fait, il y a comme j'ai l'impression que c'est aussi un symptôme finalement de voir des recours judiciaires qui se multiplient contre des municipalités qui décident d'agir parce que justement, il y a une pression aussi au vu là, d'éléments que j'ai mentionnés, que ce soit concordance, les enjeux climatiques, les enjeux de protection de biodiversité, mais aussi la volonté des citoyens qu'il y ait une action politique qui soit prise. Donc, finalement, après ça, il y a des outils réglementaires qui sont utilisés par les municipalités. Il y a de plus en plus de contestations devant les tribunaux parce qu'il y a une j'ose le dire comme ça, il y a peut-être davantage de volonté politique finalement de la part des municipalités d'agir. Elles ont déjà un bon coffre à outils, mais il est peut-être temps finalement de le bonifier, ce coffre à outils-là, parce que ça nous prend de la prévisibilité aussi dans le développement puis dans l'aménagement du territoire et à la fois pour les citoyens, à la fois pour les municipalités et pour les proposeurs de projets aussi. Donc, c'est cet aspect de prévisibilité-là, on dirait qu'en ce moment-là, est comme remise en question là, finalement avec la décision Mascouche. Puis je pense qu'il y a quand même la voie législative, elle est ouverte puis elle devrait être utilisée justement pour améliorer cette prévisibilité-là puis pour diminuer la pression d'action judiciaire là, qui est faite sur l'action municipale. Merci.
Catherine t'a mentionné un des grands messages à retenir de ta présentation, c'est d'éviter les incohérences par la prise en compte des échelles, notamment régionales et locales. Est-ce que tu considères que l'évaluation environnementale régionale dont Anne-Sophie nous a parlé, ça pourrait être une avenue intéressante pour éviter ces incohérences-là? Ben, effectivement, je pense que c'est sûr que je pense que ça pourrait beaucoup aider, surtout en tant je pense à la planification urbanistique, là, mais en tant qu'intrant, tu sais, dans un portrait diagnostic, à l'échelle régionale, tu sais, ça permettrait de tenir compte de ces données-là dans les outils de planification régionaux. Puis après ça, ben, comme tout ce qui est local doit être conforme à ce qui est régional, ben, ça ferait que ça découlerait aussi là, à l'échelle locale. Je pense que ces données-là seraient utiles peut-être à la fois pour prioriser les milieux naturels à protéger, mais aussi pour s'assurer qu'on protège peut-être en priorité les corridors écologiques, si c'est ça qui est souhaité par les milieux. Puis d'un autre côté, pour les projets plus en mode villégiature, ben, ça permettrait de connaître mieux justement la capacité des écosystèmes dans ces projets-là, puis de s'assurer qu'on multiplie pas des projets ici et là qui, au final, vont dépasser cette capacité. Donc, oui, en termes de cohérence entre les échelles, comme je l'ai dit, ça fait en sorte que si on l'a à l'échelle régionale, ben, ça va être nécessairement utilisé à l'échelle locale. Mais peut-être une question, c'est aussi à savoir à quelle échelle, justement, on fait cette évaluation environnementale-là, parce que les milieux naturels respectent pas nécessairement non plus les limites administratives des MRC, même si c'est déjà une échelle plus logique que l'échelle très, très locale pour faire ça. Mais si on pense au bassin versant, ben, ça dépasse les limites des MRC. Même chose pour les corridors écologiques, comme ça a été dit aussi. Donc, c'est une autre grande question peut-être, mais à quelle échelle on fait cette évaluation-là? Parfait, merci. On a une question dans la zone de clavardage où on nous disait, à votre connaissance, est-ce que le concept de zéro artificialisation nette a été mis en œuvre ou développé au Québec ou au Canada? C'est une question autant pour toi, Catherine, que pour Anne-Sophie. Est-ce que, Philippe, tu me permettrais de donner des premiers éléments de réponse? Vas-y, Amandine. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas ce principe-là, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'une ville souhaite qu'il y a un projet immobilier sur une ville, on n'aille pas artificialiser les nouveaux terrains. Et que si on le fait, à ce moment-là, on va compenser en renaturalisant, en enlevant l'asphalte, en démolissant, puis en renaturalisant des terrains qui étaient auparavant imperméabilisés. Et donc ça, c'est le côté net de artificialisation nette. Donc, si on artificialise, ben, on compense par ailleurs. Pour l'instant, ça, c'est l'approche qui est recommandée en France là, depuis quelques mois et qui encadre la politique d'aménagement du territoire. On en est assez loin encore au Québec et à notre avis, on devrait s'en rapprocher un petit peu plus. C'est assez intéressant de regarder par là. On n'est pas tout à fait rendu au même point. Disons que pour l'instant, la plupart des milieux cherchent plutôt à freiner l'étalement urbain, à limiter les terrains qui vont se faire urbaniser sur les milieux naturels ou agricoles. Et quand ils le font, à faire des efforts en matière de densité pour être capable d'avoir davantage de ménages sur le même espace et donc une meilleure utilisation, optimisation de ces espaces qu'on va artificialiser. Mais on devrait y arriver, puis avec les propositions qu'a donné Catherine, qui étaient quand même assez complètes là-dessus, ça donne déjà beaucoup de pistes pour tendre vers cet objectif de l'artificialisation, de zéro artificialisation nette. C'est pas facile à dire, excusez-moi. Oui, c'est ça. Donc, peut-être pour répondre à la question, non, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête de milieu qui a vraiment mis ces mots-là tels quels dans sa planification, mais je pense que parfois, on s'en rapproche indirectement avec tous ces outils-là. Mais ça pourrait valoir la peine de le mettre tel quel comme objectif, justement, pour qu'après ça, tous les outils découlent de là. Merci.
Anne-Sophie, tu as parlé notamment du pouvoir des MRC en matière d'abattage d'arbres. On a reçu une question sur est-ce qu'une municipalité peut aller plus loin que la MRC si elle juge que les normes d'abattage d'arbres de la MRC ne sont pas suffisantes? Oui, en fait, une fois que la MRC a adopté un règlement, c'est celui-là qui va s'appliquer dans la municipalité qui va être visée par le règlement. Donc, c'est comme, dans le fond, la MRC va occuper ce champ réglementaire-là. Je vais vous mettre dans le clavardage un hyperlien, en fait, là, d'une page qui explique bien là, une fois les conséquences, je vais le dire comme ça, de la réglementation par les MRC. Parfait, merci. On a beaucoup parlé de développement résidentiel nécessairement, là, parce que c'est beaucoup ça qu'on voit au Québec ces temps-ci. Est-ce qu'il est possible de faire de la requalification ou de la consolidation, comme tu l'as présenté, Catherine, en milieu industriel? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, utiliser ces changements pour inclure des normes environnementales sur le cadre bâti ou pour recréer, redonner des fonctions écologiques à ces milieux-là? On nous a notamment donné comme exemple des toits verts, des pourcentages de canopée, puis la gestion des eaux pluviales. OK. Donc là, on ne parle pas de requalifier un milieu industriel pour le requalifier en autre chose, mais plutôt pour le garder industriel, mais l'améliorer, si je comprends bien. Là. Donc, c'était ma compréhension. Oui, donc, oui, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs des outils qui ont été mentionnés qui peuvent servir à ça. Là. Même, comme ce n'était pas l'angle qu'on avait choisi, on n'est pas allé relever des dispositions qui permettraient ça, mais autant dans les outils normatifs que discrétionnaires, il y a plein de dispositions qui peuvent servir à ça. Puis, même dans le zonage, là, c'était pas l'angle qui a été mentionné, mais le zonage permet aussi de régir l'aménagement des terrains à l'extérieur, dans la portion qui n'est pas occupée là, par les bâtiments. Donc, par exemple, s'il y a un nouveau projet qui se fait dans le secteur industriel ou une transformation majeure, bien là, ça pourrait devenir c'est obligatoire de respecter ces normes-là. Sinon, ça peut se faire avec les outils discrétionnaires aussi. Puis pour ce qui est de la gestion des eaux pluviales, même chose. On peut mettre des dispositions pour le privé, mais ça peut aussi être la municipalité dans l'aménagement de son emprise publique, par exemple, des voies de circulation dans le secteur. Là. Donc, ce qui me vient en tête rapidement, là, mais c'est une autre thématique où on pourrait sortir toutes sortes de dispositions qui pourraient être utiles. En effet. On a eu reçu une question dans le chat, c'était comment faire pour concilier la villégiature avec la protection du territoire. Tu as répondu un tout petit peu plus détaillé tout à l'heure, Catherine. Puis tu as nommé une chose dans ta présentation que je trouve importante de souligner, c'est-à-dire qu'il y a des activités comme la villégiature qui, par définition, vont prendre place dans la nature, mais qu'il faut respecter la capacité de support des écosystèmes. Puis je vais vous la poser à vous trois, Anne-Sophie, Amandine et Catherine. Est-ce que vous considérez qu'à la lumière de ce qui a été présenté, les municipalités sont prêtes et ont les outils nécessaires pour relever ce défi-là, justement, de trouver cette balance-là? Est-ce que vous voulez que je commence? Oui, OK. Bien, en fait, est-ce que les municipalités sont prêtes? Ont les outils nécessaires? Bien, je pense que il y a beaucoup d'outils qui sont là, mais ça dépend toujours des ressources internes aussi des municipalités. Pour les municipalités qui ont des ressources supplémentaires, souvent il y a des municipalités qui ont des ressources pour venir appliquer les règlements, puis c'est pas mal tout ce qu'elles peuvent faire avec leurs ressources. Mais lorsqu'elles ont les ressources pour faire une véritable planification de la villégiature en amont, ben là, je pense que il y a quand même pas mal d'outils là, pour y arriver. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ça va toujours dépendre est-ce qu'il y a une volonté forte de la part des élus qui est là en amont pour pouvoir avoir cette planification ambitieuse-là, puis ensuite les outils qui en découlent. Mais c'est sûr que si on parle spécifiquement de la villégiature, il y a quand même des limites. Là. Par exemple, les municipalités, à ce que je sache, ne peuvent pas, peuvent régir les usages, mais ne peuvent pas régir, par exemple, la durée d'occupation des lieux. Donc, il n'y a pas vraiment d'outils pour s'assurer qu'un lieu qui est destiné à la villégiature soit vraiment de la villégiature.
puis ne deviennent pas avec le temps un secteur résidentiel avec des gens qui habitent là à l'année puis qui se mettent à exiger d'avoir les mêmes services que dans le périmètre d'urbanisation. Donc, encore une fois, c'est beaucoup avec des moyens indirects qu'on va y arriver, donc comme avec la politique d'octroi de services, par exemple, pour que les gens ne s'attendent pas à avoir des services plus importants dans le futur. Donc, il y a quand même certaines limites, là, mais je pense que pour les municipalités qui ont les ressources internes pour le faire, il y a quand même beaucoup d'outils en place actuellement. Est-ce qu'Anne-Sophie ou Amandine, vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Au regard du temps qui reste, puis qu'il y a beaucoup de questions, on peut... Parfait. On a reçu également une question sur le rôle que peut jouer la fiscalité municipale dans la protection des milieux naturels. Il y a une autre personne qui nous a partagé le fait que certains propriétaires qui ont des grands terrains, par exemple, refusent de les subdiviser pour pas avoir de voisins, en fait. Est-ce qu'il y a des incitatifs qui pourraient être mis en place pour les faire changer d'idée? Bonne question. Spécifiquement pour cette question-là, il faudrait réfléchir peut-être, là, mais tantôt j'ai mentionné, si on parle d'incitatif, ça veut dire qu'on force personne à faire quoi que ce soit, on les incite à le faire. J'ai mentionné tantôt dans le cadre, par exemple, d'un programme particulier d'urbanisme, il y a des pouvoirs supplémentaires là, pour offrir des incitatifs fiscaux. Donc, il faudrait peut-être que ça pourrait être une voie à regarder, là, mais rapidement, c'est vraiment ça qui me vient en tête. Puis, tu sais, je comprends là, vraiment la problématique quand on travaille avec des municipalités. Ça arrive souvent qu'on entend que, bon, tel propriétaire ne veut pas toucher à son terrain, on ne pourra jamais consolider à cet endroit-là, mais ça reste qu'il faut quand même en tenir compte dans la planification. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce terrain-là va être mis en vente à un moment ou à un autre. Puis une planification, c'est toujours sur du très long terme. Donc, ça vaut la peine de le considérer quand même, là, même s'il n'y a pas nécessairement de volonté des propriétaires. Si je peux compléter avec quelques idées là-dessus, il pourrait y avoir des réflexions pour alléger le fardeau fiscal de la consolidation, d'une part. Dans l'autre sens, on pourrait taxer, comme le font certaines villes, les stationnements de surface en ville pour encourager les propriétaires à réfléchir à la transformation et à une optimisation finalement de l'utilisation de ces terrains-là. Pour les terrains non bâtis aussi, ça se fait, donc les espèces de dents creuses ou friches, dans certains cas qu'il peut y avoir au milieu des milieux urbanisés. Au-delà de la question des incitatifs financiers, Vivre en Ville a beaucoup travaillé dans les dernières années sur des questions justement de subdivision de grands terrains qui pourraient être davantage optimisés et accueillir des nouveaux bâtiments. Puis un des outils qui semble assez porteur, c'est tout simplement le dialogue. Donc, d'asseoir les propriétaires, des promoteurs, de la municipalité à une même table, de parler des aspirations de chacun, d'entendre les besoins, craintes, contraintes de chacun, et puis de proposer des alternatives, de les représenter, par exemple avec des vues en 3D, pour montrer le potentiel. Et une fois qu'on le montre, parfois les perceptions changent, parfois les propriétaires, l'idée fait son chemin, puis ça ne veut pas dire qu'ils vont demain matin accepter de le faire et construire, mais au moins on crée une certaine ouverture, on donne des idées, puis ça fait bouger un peu les lignes et ça peut... ultimement, ça peut arriver. Puis même dans le pire des cas, on ne sait jamais ce que va devenir le terrain. Donc, la municipalité, elle a tout à gagner à l'avoir planifié aussi, le devenir souhaitable. Je vais me permettre un tout petit commentaire, Philippe, qui va être plus sur la première partie de ta question, en fait, là, juste de manière générale, c'est la fiscalité municipale. Il y a quelqu'un qui le mentionne dans le chat, justement, que ça n'a pas été extrêmement développé là, dans le cadre de la PNAP, puis c'est un peu l'éléphant dans la pièce, finalement, parce qu'il viendra un temps aussi, il faudra se poser les questions sur comment est-ce qu'on révise cette fiscalité municipale-là, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit, oui, une pression au développement moins forte, mais aussi une compétition entre les municipalités qui soit diminuée là, parce qu'on va finalement avoir des outils de fiscalité qui soient plus
propice à avoir une collaboration, là, si je peux le dire comme ça, de l'ensemble des acteurs municipaux, mais finalement, il faudra qu'un jour on y arrive là aussi à réfléchir à l'avenir de la fiscalité municipale, même si ça a été écarté récemment là, par les politiques. Génial, merci. Très complet avec les 3 réponses. Je vais poser une dernière question. Il nous reste 1 minute 30. Anne-Sophie, tu nous as parlé en fin de présentation de la réforme de la loi sur l'expropriation. Le premier ministre Legault a annoncé aux dernières assises de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, son intention de la modifier. Puis c'est une demande qui est souvent répétée par le monde municipal, notamment pour des raisons liées à la conservation. Est-ce que tu considères que les municipalités devraient attendre cette réforme-là avant d'intensifier leurs efforts de protection des milieux naturels? Mm-hmm. Bien, en fait, deux éléments. En ce moment, c'est sûr que les municipalités, elles ne doivent pas freiner leur action qui fera en sorte qu'elles... En fait, je reprends ma réponse. Elles doivent aussi faire en sorte de respecter justement les orientations qui sont données dans les schémas, dans les outils de planification supérieure. Donc, d'une part, elles ne peuvent pas retenir cette réglementation-là, finalement, qui ferait en sorte qu'elles ne respecteraient pas ces orientations-là. Ensuite, bien évidemment, elles doivent quand même prévoir en fonction du cadre légal actuel. Ce serait un peu risqué là, de la part de municipalités de prévoir avec d'éventuelles réformes législatives dont on ne connaît pas encore le contenu. Donc, d'une part, il faut avoir conscience du cadre législatif, cadre juridique avec lequel on vit en ce moment, dans lequel on vit. Mais justement, les municipalités, elles ont déjà des outils réglementaires, elles ont même des obligations réglementaires dans certaines circonstances, donc elles doivent à la fois utiliser ces outils-là et respecter ces obligations-là en respect du cadre actuel. Et à voir là, pour la suite des choses avec justement, oui, la réforme de la loi sur l'expropriation, mais aussi une éventuelle réforme de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme là, qui pourrait découler justement du projet de mise en œuvre de la PNAT. Là. Parfait, merci. C'est malheureusement ici qu'on va mettre fin à la période de questions. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci à tout le monde qui ont été là et merci également à toutes les personnes qui nous ont soumis des questions. Désolé de ne pas avoir eu le temps de toutes les prendre. On a fait un travail de synthèse quand même. Je tiens à remercier évidemment Amandine Rambert pour ton introduction et ta mise en contexte. Évidemment, un grand merci à nos 2 conférencières d'aujourd'hui, Catherine Pépéra de Vivre en Ville et Anne-Sophie Doré du Centre québécois du droit de l'environnement, ainsi qu'à toute l'équipe derrière la préparation du webinaire. Il y a beaucoup de gens que vous n'avez pas vus, mais qui nous ont aidés. Je vous rappelle qu'on vous a partagé quelques liens utiles à consulter dans le fil de discussion. Vivre en Ville va organiser bientôt 2 événements à Montréal en marge de la COP 15 qui pourraient vous intéresser. Donc, le mardi 6 décembre, il va y avoir un panel intitulé « Biodiversité pour des villes en santé » à partir de 17h15 à la Maison du développement durable. Le lendemain, le mercredi 17 décembre, il va y avoir un autre panel intitulé « L'étalement urbain, un fléau pour la biodiversité » qui va également débuter à 17h15, mais cette fois-ci, ça va être au cœur des sciences de l'UQAM. Pour ce qui est du Centre québécois du droit de l'environnement, on organise un événement qui s'intitule « Protéger la biodiversité par le droit ». Ça va être le jeudi 1er décembre sur l'heure du midi à la Maison du développement durable et également en ligne, donc un événement hybride. Vous pouvez trouver tous les détails concernant ces 3 événements-là sur les sites web respectifs de Vivre en Ville et du CQDE. On vous glisse des liens à ce sujet dans le clavardage à l'instant. Merci beaucoup. Au revoir.